présenter brièvement. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Gaveau. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et plus précisément, je suis rattaché à un laboratoire de l'INSERM, donc l'Agence nationale de la santé, de la recherche médicale, qui travaille sur la motricité et la cognition. Donc, le titre, le nom du laboratoire, c'est CAPS, Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice. Donc, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude de la sensorimotricité. Alors, bon, ça, c'est le titre de cette étude, si je peux dire en français. Vous avez la conclusion finalement avant le démarrage, hein, mais c'était il me semble, dans l'abstract, dans le résumé que j'avais donné à l'association. Donc, les seuils de détection moteur révèlent un trouble proprioceptif chez les enfants dyslexiques. Je vais vous présenter ici les résultats de cette étude. Alors, c'est une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, hein, en 2021. Donc, vous avez du temps de la recherche, c'est un temps relativement court, dans le journal Scientific Reports, par la liste d'auteurs que vous avez ici. Hein, donc, alors moi, j'ai participé à ce travail, c'est moi qui l'ai supervisé, avec tout un tas d'autres personnes, dont le professeur Katsia, Sophie Saltarelli, qui est une orthophoniste, professeur Papaxantis, pardon, qui dirige le laboratoire INSERM, je le trouve, et puis Julie Laprovotte, qui était étudiante en thèse sur ce sujet. Alors, je vous présente un peu l'organisation de l'étude, le paradigme de départ. Ce qu'on a fait, tout d'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a réalisé une étude qui était complètement automatisée. C'est-à-dire que les stimuli que l'on a délivrés, ils ont été délivrés par un robot, un système entièrement robotisé. Et puis les analyses que l'on a réalisées, elles ont été réalisées entièrement par des algorithmes automatisés qui vont recueillir les signaux relativement complexes qu'on enregistre dans ces expériences, et puis qui vont les traiter tous de la même manière, c'est-à-dire tous les essais, puisqu'en général, on répète un certain nombre d'essais, et puis tous les participants, tous les enfants, de la même manière. Dans cette étude, on avait un échantillon qui peut paraître pas énorme, alors ça dépend bien sûr à quoi on s'intéresse, mais qui est finalement assez important quand on utilise ce type de méthodologie. Il faut comprendre que ce sont des études qui prennent un grand nombre d'heures à réaliser et un grand nombre d'heures à analyser également. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des études avec des centaines de participants. Alors, ça ne veut pas dire que ce pas des études qui doivent être confirmées par d'autres études, par des échantillons plus importants. Mais en tout cas, ne soyez pas choqués par le fait qu'on ait ici des échantillons de, vous voyez, 18 enfants dyslexiques et 17 enfants normolecteurs, uniquement, si je peux dire. Ces enfants, ils avaient entre 10 et 12 ans, puisque la littérature a clairement montré qu'à cet âge de la vie, eh bien, la fonction proprioceptive est stabilisée, entre 10 et 12 ans. Ils étaient tous droitiers, parce qu'on va voir qu'on réalise des tests sur le bras droit et sur la jambe droite. Ils avaient une scolarisation dite normale, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la classe qui correspond à leur groupe d'âge, jamais redoublé, ce qui représente un test un peu de niveau d'intelligence, niveau cognitif, plutôt. Ils ont subi des tests pour l'inclusion, des tests sur l'attention et des tests moteurs, afin eh bien, de n'inclure que les enfants qui n'avaient pas de troubles attentionnels ou de troubles moteurs, troubles de coordination, comme pourraient l'avoir par exemple des enfants dyspraxiques. Alors, donc on avait un système avec un robot qui mobilisait une articulation. Alors ça peut être par exemple l'articulation du coude. Et puis, en même temps qu'on mobilisait cette articulation, on enregistrait par EMG, électromyographie, l'activité électrique des muscles qui contrôlent l'articulation mobilisée par le robot. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait parce que dans ce type de test, ce que l'on veut, c'est avoir une mobilisation passive uniquement de l'articulation. Le robot va déplacer un membre du corps d'un individu, d'un enfant ici, et puis la tâche pour l'enfant, l'instruction qui lui est donnée, c'est de se laisser faire, de ne pas se contracter du tout, et puis à un moment donné d'appuyer sur un bouton quand il sent qu'on bouge son bras, par exemple, si on est en train de faire une expérience sur le bras. Et donc ces électrodes ici que l'on met sur le muscle, ça nous permet de vérifier que l'enfant il est en effet relâché et qu'il respecte bien les instructions. Alors, pendant cette tâche, eh bien, la vision est bloquée. L'enfant ne voit pas ses membres. L'audition également, il porte un casque qui lui bloque l'audition. C'est un casque actif, je vais passer les détails, mais qui enregistre le bruit ambiant et puis l'anime.
Et puis, par exemple, s'il est testé sur le bras droit, dans la main gauche, il a un bouton poussoir. Et puis, dès lors que l'enfant sent qu'on lui mobilise une articulation, bien, il appuie sur le bouton pour indiquer qu'il perçoit un mouvement. Donc ça, c'est un test qui est utilisé alors, en laboratoire. Hein, ça nécessite des technologies de pointe qu'on ne peut pas utiliser forcément en cabinet très facilement, mais c'est un test qui est très reconnu à l'international pour tester la fonction proprioceptive. Avec ces enfants, on a réalisé une première partie d'expérience qui visait à mesurer leur temps de réaction. Le temps de réaction, c'est si j'envoie un stimuli, par exemple, ici, si je vous demande d'appuyer sur la barre espace au moment où je reviens en arrière sur ma diapo, je reviens en arrière, vous appuyez sur la barre espace le plus vite possible. Le temps de réaction, c'est le temps qu'il vous aura fallu pour appuyer sur la barre espace entre le moment où je suis revenu en arrière et puis le moment où vous avez appuyé sur la barre espace. Ce temps de réaction, on peut le faire pour divers sens. On peut le faire pour un stimuli visuel, on peut le faire pour un stimuli auditif. On envoie un son dans le casque et puis on demande à l'individu d'appuyer sur la barre espace, par exemple, le plus vite possible dès que le son arrive. Et ça, on l'a enregistré pour les 17 enfants contrôle et les 18 enfants dyslexiques. Et ce que vous voyez ici, c'est que ces temps de réaction, ils étaient similaires. Donc, vous avez des box plots qui représentent les résultats obtenus en moyenne, en médiane, et puis les petits points, ce sont les données individuelles des différents enfants de l'étude. Ce qui est visible, eh bien, c'est qu'entre les deux groupes, il n'y avait pas de différence évidente et les statistiques n'en rapportaient pas non plus. On a mesuré chez ces enfants également les capacités de lecture de l'enquête. Alors, ces capacités de lecture, elles ont été mesurées avec divers tests que je vous ai mis ici. Vous les connaissez peut-être mieux que moi. Il y avait le test de l'alouette avec diverses sous-sections, et puis le test de la NEPSI-2 et le test TIME-3. Et donc ici, vous avez un tableau qui résume les performances des enfants dyslexiques et contrôle. Alors, il y a 17 dyslexiques et 17 contrôles, puisqu'il y a un enfant qui a été exclu après la visite d'inclusion, parce qu'il avait un résultat au test de Conners, capacité d'attention, qui l'excluait. Donc, la comparaison de ces deux groupes d'enfants, bien entendu, elle donne lieu à des différences significatives. Hein, c'est la définition de la dyslexie. Sur ces tests de capacité de lecture, eh bien, les enfants dyslexiques ont de moins bonnes performances que les enfants contrôles, et ça se retrouve statistiquement bien sur tous ces tests. Ce que l'on a mesuré également, c'est ce que je vous ai décrit auparavant, c'est le temps nécessaire pour percevoir la mobilisation d'une articulation par le robot. Donc là, je vous le répète, je vous le rappelle, les enfants sont sans vision et sans audition. Ils sont installés sur une machine et bien maintenus, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement qui soit produit, qui puisse être produit par des parties du corps qui ne nous intéressent pas pour la session expérimentale. Et puis, par exemple, leur bras est positionné sur le robot, il est attaché au robot, et le robot va générer une rotation du bras, par exemple au niveau du coude, à différentes vitesses. Alors, je vous mets ici un graphique vide pour l'instant pour vous expliquer ce que je vais vous présenter. Sur l'axe des abscisses, ici, vous avez la vitesse de stimulation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le robot va déplacer les segments de l'enfant. Et ces vitesses, elles sont au nombre de 6. C'est en degrés par seconde. Vous avez des vitesses rapides ici à droite, 20 degrés par seconde. C'est relativement rapide. Et puis, plus vous allez vers la gauche, plus vous avez des vitesses faibles. La vitesse la plus faible, c'est un quart de degré par seconde. Alors, vous imaginez, un quart de degré par seconde, ça va extrêmement doucement. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à percevoir que si je bougeais votre segment, votre bras, par exemple, à 20 degrés par seconde. Ça, ce sont les résultats que nous avons obtenus. Vous avez les courbes des deux groupes, les enfants contrôle et les enfants dyslexiques. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il existe une différence de pente sur ces courbes. Alors, la pente des deux courbes n'est pas la même. Si on regarde tout à droite pour les hautes vitesses, eh bien, il n'y a pas de différence quant au temps de perception. Je n'ai pas expliqué ça. Sur l'axe des abscisses, ce sont les vitesses. Et sur l'axe des ordonnées, c'est le temps nécessaire pour percevoir le fait que l'articulation est mobilisée. Donc, c'est au bout de combien de temps, finalement, l'enfant appuie sur le bouton pour dire « ça y est, là, je sens que ça bouge ». Et donc,
Ce que vous voyez ici, c'est que pour les stimulations rapides, c'est-à-dire de 20 degrés par seconde jusqu'à 5 degrés par seconde, il n'y a pas de différence de perception entre les enfants. Les enfants dyslexiques perçoivent aussi bien que les enfants contrôle. Par contre, en dessous de 5 degrés par seconde, donc pour les vitesses plus lentes, on voit qu'il y a progressivement un écart qui se creuse, écart qui est extrêmement important à la vitesse la plus lente, puisqu'on a un résultat qui est à peu près le double. Ça prend 2 fois plus de temps aux enfants dyslexiques à percevoir le mouvement qu'aux enfants contrôlés. Et vous voyez, même si on tient compte de la variabilité interindividuelle, eh bien, l'écart est malgré tout très important par rapport à cette variabilité. Donc ça, on l'a mesuré sur le temps moyen de détection. On l'a observé aussi sur la variabilité de ce temps moyen, c'est-à-dire que ces tests-là, on ne les fait pas une seule fois. Quand l'enfant est installé sur le robot, on va réaliser un grand nombre de stimulations qui vont arriver à des moments totalement randomisés, dans des ordres randomisés. Donc, c'est pas du tout prédictible par les apprêts. Et la variation de la performance, c'est-à-dire la variation du temps nécessaire pour percevoir le mouvement, elle est aussi, elle, beaucoup plus importante chez les enfants dyslexiques que chez les enfants contrôlés. C'est-à-dire qu'il y a certains essais qui vont avoir une performance qui sera relativement basse, enfin bonne plutôt, avec un temps de détection assez court, qui va se rapprocher des enfants contrôle, et puis d'autres essais où, au contraire, ils vont être très, très hauts. Je vous mets ici les résultats juste un peu plus zoomé, c'est présenté différemment, mais en fait, c'est un zoom sur la vitesse à un quart de degré seconde. C'est celle qui nous intéresse le plus. Finalement, c'est la stimulation la plus difficile, celle où il y a le plus de difficultés, le plus grand challenge à percevoir le mouvement. Et vous avez les données des enfants contrôle en blanc dyslexiques ici en gris, ce qui vous permet de voir un peu la répartition des résultats. Alors, clairement, il y a un certain nombre d'enfants dyslexiques qui ont des performances qui sont proches des enfants contrôle. Vous le voyez ici, il y en a aussi quand même un nombre aussi non négligeable qui sont clairement au-dessus. C'est vrai pour le temps moyen de détection, et puis SD ici, c'est la standard deviation, c'est la variabilité de ce temps moyen. Donc, ça correspond aux 2 graphes ici pour les vitesses les plus lentes, un quart de degré par seconde. Et puis, je vous fais un zoom ici sur les valeurs à 20 degrés par seconde qui sont là. Et ce que l'on voit, c'est qu'à 20 degrés par seconde, il n'y a pas tant de différence, il n'y a pas de différence entre les 2 groupes. Statistiquement, on n'en trouve aucune, alors que là, il y avait une très grande différence statistique. Donc, ce que je vous présente là, encore une fois, ce ne sont données que de 17 participants dans chaque groupe, mais les effets statistiques obtenus, vous voyez la taille des différences, et puis la grande taille des différences, et puis la petite taille de la variabilité. Donc, les différences statistiques obtenues, elles sont extrêmement importantes. Et ça, c'est grâce aux outils qu'on utilise qui sont très précis, très peu variables. Alors, je vous ai dit qu'on avait mesuré aussi l'activité électrique. On a contrôlé que les enfants dans les 2 groupes, pour 3 muscles, là ici ce que je vous ai présenté ce sont les résultats obtenus de l'articulation du coude, dans les 2 groupes, pour les 3 muscles qu'on a enregistrés sur l'articulation du coude, il n'y avait pas de différence quant aux activités électriques, c'est-à-dire que les enfants dans les 2 groupes faisaient la tâche correctement, c'est-à-dire qu'ils ne contractaient pas leurs muscles pendant les stimulations, pendant les temps d'attente, en fait. Ils devaient répondre, est-ce qu'il y a un mouvement, oui ou non? Si oui, à quel moment? Les derniers résultats que je vous présente sur cette étude, on a fini par calculer des indices de capacité de lecture, que vous avez présenté ici, reading abilities, et puis indice des capacités proprioceptives. Dans les capacités de lecture, eh bien, on a mis tout simplement les résultats que vous avez présentés dans le premier tableau, donc, les tests de lecture, qu'on a combinés tous ensemble. Et puis, dans l'acuité proprioceptive, on a combiné à la fois le temps moyen de détection et la variabilité de ce temps moyen de détection, parce que c'est 2 aspects qui permettent de quantifier la qualité de la fonction proprioceptive. La littérature l'a bien démontré déjà jusqu'à ces dernières décennies. Et ce que vous voyez dans ce graphique, c'est qu'il existe une relation de proportionnalité chez les enfants dyslexiques uniquement entre leur capacité proprioceptive et leur capacité de lecture, ce qui est assez inattendu. C'est-à-dire que plus un enfant a une capacité de lecture qui est faible, qui est dégradée, plus il a également une capacité de proprioception, une acuité proprioceptive qui l'est également. Et ça, on ne le trouve pas chez les enfants contrôlés. Donc, en conclusion de cette première étude,
Déjà, j'ajouterais que là, je vous ai présenté les résultats sur l'articulation du coude. On a des résultats qui montrent des effets similaires au niveau de l'articulation de la hanche. On peut mobiliser diverses articulations avec ces robots et puis enregistrer les muscles également qui correspondent à ces articulations. Et ces résultats, quand on y réfléchit un peu, ils falsifient l'hypothèse de l'effet secondaire, l'hypothèse selon laquelle les troubles sensoriels ou sensorimoteur, ici c'est bien de sensorialité dont on parle, hein, c'est pas moteur, puisqu'on mobilise passivement l'articulation des enfants, donc ils ne font pas d'action motrice, ils ne font que ressentir ce qui se passe. Ces troubles sensoriels, eh bien, ça devient difficile de supporter l'hypothèse qu'ils sont produits par eh bien, un manque de pratique de la lecture, comme ça a pu être longtemps proposé dans la littérature, jusqu'à encore ces temps-ci. On aura du mal à expliquer que la fonction proprioceptive, que ce soit au niveau du coude, ou encore moins au niveau de la hanche, elle est due à un déficit de lecture, c'est-à-dire une pratique moins importante de la lecture pendant une dizaine d'années, parce que ces enfants ont entre 10 et 12 ans. Et pour poursuivre un peu sur les résultats de cette étude, il existe une théorie motrice de la perception du langage. Cette théorie, ce qu'elle propose, elle est en lien avec la théorie des neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones qui, dans notre système nerveux, vont à la fois coder, c'est-à-dire avoir des décharges électriques pour produire un mouvement et pour percevoir ce mouvement. Ces neurones ils répondent de la même manière quand ils produisent un mouvement chez un animal ou chez un humain, et quand ils voient un autre animal ou humain réaliser les mêmes mouvements. Donc, on les appelle neurones miroirs, puisque eh bien, ils ne servent pas que à produire des mouvements, mais ils servent aussi à les percevoir quand quelqu'un est en face de nous. Donc, cette théorie motrice de la perception du langage, eh bien, elle propose, elle a déjà montré que la fonction proprioceptive eh bien, pouvait influencer le langage. Est-ce qu'elle peut influencer directement la capacité de lecture? On ne peut pas y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un lien très clair, qui n'est pas forcément un lien de causation, hein, c'est une corrélation. Il y a un lien très clair entre les capacités de lecture et ici la fonction proprioceptive. Donc, au-delà de falsifier l'hypothèse de l'effet secondaire, comme je viens d'expliquer, ces résultats, ils sont aussi extrêmement intéressants pour continuer à creuser un peu ces troubles chez les enfants dyslexiques et voir si ces troubles eh bien, peuvent expliquer de manière causale les capacités dégradées de lecture chez les enfants dyslexiques.